D'abord, merci à toutes et à tous d'être là ce soir et d'être venus pour la présentation de ce livre d'Anatole Lucet, Communauté et Révolution chez Gustave Landauer. Je vais juste dire quelques mots et avant toute chose, je voudrais remercier Michel Chadesson pour son accueil dans cette librairie qui, comme d'habitude, est un lieu de lecture, de discussion et d'amitié, tout simplement. Donc merci beaucoup Michel de cette soirée. Alors juste quelques mots, un livre je crois important sur Landauer dans la mesure où à part une monographie en langue italienne et une biographie en langue allemande, il y a une myriade de textes qui paraissent dans les revues, une certaine actualité depuis un peu plus de 15 ans, mais on a, avec le travail d'Anatole Lucet, donc une première monographie absolument complète sur l'œuvre et le travail de Landauer. Donc à cet égard-là, c'est un petit événement dont je me réjouis. Alors, je pense que quelques mots pour moi, comment ce livre est arrivé. D'abord, c'est une thèse qui m'est arrivée, grâce à Michel Sénélard, avec lequel Anatole Lucet a travaillé, qui m'avait contacté pour être dans le jury. Je ne pouvais pas être dans le jury, mais j'avais demandé à Michel Sénélard de recommander à Anatole Lucet de m'envoyer sa thèse. Donc j'ai lu cette thèse, 2 épais volumes qui me sont arrivés, et j'ai tout de suite été très très enthousiaste, mais il fallait tout un travail et le temps a été pris pour ce travail puisque depuis 2018, Anatole Lucet travaille à la transformation de cette énorme thèse d'épais 2 volumes en ce qui est devenu un essai. Ça, c'est donc pour moi, Landauer, j'ai tout appris d'Anatole Lucet, tout appris de ce livre. Je savais évidemment 2, 3 choses sur Landauer, plus que 2, 3 choses, mais comme tout un chacun, le martyr de la révolution spartakiste, l'éblouissement de la lecture de la Révolution, et puis 2 énigmes pour moi, mais que j'avais pas vraiment élaborées, auxquelles j'avais pas beaucoup réfléchi. La présence de Landauer dans le méridien de Ceylan, qui dit que Landauer est celui à la lecture duquel il a grandi avec Kropotkin. Donc Landauer fait partie de ces œuvres qui font grandir. Là, il y avait comme une énigme pour moi. Et puis alors, avec un tropisme qui est un peu le mien, mais une ancienne, très ancienne passion pour la Boétie, j'avais découvert, grâce à l'édition de Miguel Abensour, que Landauer avait été le traducteur du discours de la servitude volontaire et le commentateur, et à quel point cette œuvre avait compté pour lui. Voilà, donc à partir de là, eh bien, il y avait évidemment pour moi beaucoup de curiosité et d'intérêt, dont Michel Sénélard devait être informé, puisqu'on était amis. Et en même temps, j'ai vraiment tout appris de ce livre. Alors, outre que ce livre exhume vraiment toute l'œuvre de Landauer, c'est-à-dire ces 3 grands livres, une myriade d'articles, le travail politique de conférenciers, de traduction, donc la Boétie, Kropotkin, Bakounine, enfin tout ça, Anatole va en parler bien mieux que moi, mais aussi, et c'est tout le rythme, les multiples rythmes de ce livre, que de nous faire découvrir de manière précautionneuse, minutieuse, rigoureuse et exhaustive toute la singularité de ce socialisme libertaire, toute la singularité de cette figure d'un anarchiste qui se définit, et c'est là, je pense, les 50 premières pages du livre auxquelles il faut accorder beaucoup d'attention et pour lesquelles il faut donner à Anatole Lucet la patience des distinguos, des pierres d'attente, etc. Anatole Lucet est véritablement singulier. Absolument aucune étiquette ne lui convient, et il faut donc tout ce travail de criblage, de décollage des étiquettes et toutes ces pierres d'attente pour rentrer dans un livre qui se structure en 2 grandes séquences, sur la communauté d'abord, chez Gustave Landauer, et sur la Révolution.
avec bien sûr une articulation de ces 2 grandes questions qui innervent toute sa réflexion et son œuvre. Et je trouve que quand on accorde à Anatole ces 50 premières pages qui sont précautionneuses et lentes, ensuite on a vraiment un livre, qui nous fait décoller dans une réflexion où, les confrontations avec Stirner et surtout, alors pour moi, la lecture par Landauer de La Boétie, m'a semblé vraiment une illumination, entre 1000 autres moments extrêmement fulgurants. Voilà. Mais je vais me taire maintenant et je laisse la parole à Anatole Lucet. J'espère qu'après sa présentation, on n'a pas été dans une sorte d'organisation chronométrique, mais on s'est donné 40 minutes environ de présentation. Et ensuite, on espère que il y aura un échange, des questions. Voilà. Donc je laisse la parole à Anatole. Merci Michel, merci beaucoup pour ce mot d'introduction, je l'avais dit, votre ténacité pour publier le volume. Un grand merci à la librairie Texture, où j'ai le plaisir de faire cette première présentation, puisque le livre est en librairie depuis le 6 octobre. Donc c'est effectivement quelque chose de tout récent, quoique le travail sur Landauer soit pour moi déjà une histoire assez ancienne, puisque ça fait, j'ai eu la chance de pouvoir travailler longuement sur cet auteur qui requiert effectivement qu'on s'y plonge de manière pondérée, mûrie, qu'on en ressorte quelquefois pour y revenir, tant cette œuvre peut sembler déroutante lorsqu'on l'aborde. Alors, je pense qu'effectivement, il serait compliqué de parler de ce travail sans parler un petit peu de l'auteur. Je présume que parmi vous, certains en ont entendu parler, un petit peu plus, un petit peu moins. Donc je partirai du principe que tout est à dire, en m'assurant de ne pas tout dire pour qu'on ait du temps pour poser des questions. Peut-être simplement, avant d'en venir aux thèses qui émaillent ce livre et à ce que j'ai voulu dire de cet auteur, Gustav Landauer, quelques mots sur qui il fut et pourquoi il m'a semblé important de consacrer des années de recherche et quelques pages à sa pensée. Landauer, vous l'avez dit, Michel, est un auteur anarchiste, mais qui se méfiait de cette appellation, tant il la savait négativement connotée. Du coup, il s'appelait lui-même socialiste. Landauer est un philosophe. Vous ne manquerez pas de le découvrir au vu des questions qu'il anime et de la rigueur qu'il donnait à ses réflexions, et une forme de probité aussi toute philosophique dans l'appréhension des problèmes qui étaient ceux de son temps. Et Landauer est un révolutionnaire. Ces deux facettes, philosophe et révolutionnaire, n'ont de cesse de se mêler chez lui, de sorte que on peut bien dire que la pensée de Landauer ne peut pas être déconnectée de son action, de la mise en application de ses idées pour essayer de changer la société de son temps. Alors, j'ai réalisé, quelqu'un m'avait demandé s'il y avait des images dans le livre. Je confesse, la seule qui pourra égayer la lecture est celle du génie de la colonne de la Bastille, ce qui n'est pas rien. Je suis très heureux que ça figure là. Mais plutôt que de vous apporter une photo de Landauer, ce que j'aurais pu faire, quoique je réalise que j'en ai une ici, fort bien grimée d'ailleurs, mais il me semble que quelques mots, pour le décrire, qui ne sont pas les miens, pourraient permettre déjà de savoir de qui vous allez entendre parler. Cette description, c'est la première qui a été rédigée à son sujet par un journaliste français de la Revue Blanche en 1898, qui s'était rendu au congrès de Londres, congrès socialiste auquel les anarchistes qui se présentent comme des socialistes étaient eux-mêmes invités, avant d'être exclus comme à tous les congrès socialistes et de faire leur contre-congrès. Et donc Achille Steens, qui documentait le congrès pour la Revue Blanche, écrit ceci au sujet de Landauer. Landauer a, en 98, je vous parlerai un petit peu plus de sa vie après, 28 ans. Et il est représentant du mouvement anarchiste allemand au Congrès. Le chevalier teutonique de l'anarchie, un jeune parmi toutes les vieilles barbes de cette agitation prolétarienne qui cause tant de mauvaises nuits à Guillaume II. Une tête de Christ qu'ensoleille l'éclat des yeux d'un azur limpide. Une barbe noire, rare, en fer à cheval. Une chevelure éparse qui flotte comme une vague au geste de la tête. Et grand, diaphane, musculeux, exubérant, à la passion désintéressée de son idée, le culte de l'humaine douleur, et sera le martyr s'il lui faut cet holocauste d'une cause qui a déjà l'offrande de sa vie. Alors,
le texte est grandiloquent, faut pas lui retirer cela, mais il présente une facette de Landauer qui n'est pas à négliger si on cherche à savoir quel effet il a pu laisser sur ses contemporains. On parle effectivement ici d'un personnage qui, toute sa vie, a été accompagné par cette image, ici on parle de la figure de christique, cette allure de prophète, quelqu'un qui, en cherchant à véhiculer un message, ne se contentait pas de la froideur des démonstrations scientifiques et de la rigueur d'un énoncé logique, pour dire voilà, tel est le programme à suivre, mais qui avait bien le sentiment que pour qu'un changement advienne dans la société, il fallait pour cela susciter quelque forme de désir, faire naître une envie chez les personnes qui pouvaient avoir en face de lui. D'où cette écriture, autant que cette parole propre à Landauer, qui est quelquefois si déroutante pour les personnes en quête d'un système, d'un programme à appliquer. Landauer est un penseur de la société, un penseur politique, mais qui s'exprime en empruntant des détours singuliers qui ne manquent pas, quelquefois, d'égarer le lecteur. C'est pour ça que des auteurs ou des commentateurs plus habitués à la démonstration rigoureuse que peuvent adopter certains écrivains ou journalistes ou théoriciens politiques ont pu venir quelquefois à qualifier Landauer d'expert en confusion, tant son propos était inhabituel. Alors, moi, mon pari, en découvrant cette pensée justement si déroutante, c'est que derrière cette apparence de confusion, il y avait quelque chose de cohérent. Et que la pensée de Gustav Landauer, qui est une pensée qui se déploie, j'en parlais dans un instant, donc sur une trentaine d'années, Landauer est mort jeune, prématurément, il a été assassiné par la contre-révolution en 1919, donc disons-le, il est né en 1870, il meurt en 1919, sa vie c'est exactement la période dite wilhelminienne, la période de l'empire de Guillaume II en Allemagne, et donc il meurt au cours de la révolution allemande. Durant toute cette période-là, il y a une 30 années d'activité de plume intensive. Alors, pour avoir étudié de manière un peu plus quantitative ces textes, je me suis rendu compte que Landauer avait à peu près autant écrit que Zola. C'est un auteur prolifique, qui a écrit énormément de lettres. Là, les derniers volumes de sa correspondance viennent de paraître. Ce sont 6 volumes qui s'ajoutent aux 2 précédents, donc je crois qu'on est à 6000 pages de ce qu'on a retrouvé, et on a beaucoup perdu. Donc tout ça en langue originale. Landauer a écrit, vous le rappeliez initialement, de nombreux articles dans lesquels il essaye de décliner sa pensée au fil de l'actualité, justement de la mettre à jour en fonction de ce qui se passe. Et Landauer a écrit un petit peu de fiction, quelques textes aussi, des romans, j'allais dire surtout, en tout cas pour ce qui m'intéressait moi, dans une optique de travail d'histoire de la philosophie, d'histoire des idées politiques, il a écrit trois traités, dirions-nous. L'un qui effectivement est connu en France depuis 1974, avec une première traduction parue chez Champs Libres, La Révolution, qui a été rééditée dans une autre traduction en 2006 chez Sulliver. Et j'apprends tout récemment que les deux sont épuisés. Un autre qui a été traduit par Jean-Christophe Angot et moi-même, qui est paru en 2019 à La Lenteur, qui s'appelle Appel au socialisme, texte central de la pensée de Gustav Landauer, dans lequel il expose une partie, la plus grande partie de ses projets de construction d'une société différente. Et un autre texte qui n'est pas traduit à ce jour en français, qui s'appelle Scepticisme et mystique, paru en 1903, texte plus proprement philosophique, mais les trois vraiment se rejoignent pour constituer son édifice de pensée. Sauf que cet essai, qui est le plus massif des trois qu'il a rédigé, ne constitue que 1% de tout ce qu'il a écrit. Autant dire qu'effectivement, le système de pensée Landauer n'est pas quelque chose qui s'appréhende aisément. On ne peut pas, comme avec d'autres philosophes, se plonger dans un texte qui rendrait compte de la totalité, de la cohérence de sa pensée. Il faut, si on souhaite véritablement comprendre ce qui fait la singularité de cet auteur, se plonger dans la quantité de textes, quelquefois contradictoires, à la cohérence pas toujours évidente, entre eux j'entends, de ses lettres, de ses articles, qu'il rédige au fil de l'eau, pour pouvoir se faire une idée de ce qu'avançait cet auteur. Et donc c'est pour cela, encore une fois, qu'il m'a semblé nécessaire de rédiger une somme dans laquelle je cherche à rendre compte de ce système Landauer, chose qui n'existait pas avant ça, parce que le système était
tellement disséminés qu'il était compliqué de voir, de comprendre la cohérence de ces thèses. Donc voilà pour... J'ai parlé de sa façon d'écrire, un tout petit peu de ce que j'ai cherché à faire, mais je vous ai encore assez peu parlé finalement de ce qu'il raconte. C'est peut-être ça qui vous intéressera un peu plus. Je vais essayer, sans m'y engager, mais de parler même un petit peu moins longtemps que ce qui est proposé, de manière à ce qu'on puisse après, tant il y a d'aspects à discuter chez lui, peut-être orienter la discussion en fonction de vos interrogations, de vos centres d'intérêt plus particuliers, en espérant pouvoir créer une discussion autour de cela. Mais venons-en déjà à ce que nous dit Gustav Landauer en son temps, et pourquoi pas pour aujourd'hui, puisqu'après tout, c'est ce qui m'est apparu en étudiant cette pensée, c'est à la fois une œuvre qui nous offre un éclairage original et assez inédit sur une période cruciale de notre histoire. Après, voilà, c'est un rapport plus historique donc à l'histoire des idées, mais il me semble qu'il y a chez cet auteur une véritable portée quant à la compréhension de certaines des questions qui aujourd'hui nous agitent. Notre période n'est pas la même que celle de Gustav Landauer, et pourtant, il me semble que certaines questions ressurgissent sous des formulations quelquefois un petit peu différentes, avec des questions qui ne seront pas les mêmes, mais qu'on peut trouver dans cette œuvre une clarté et une clairvoyance aussi dans la position des problèmes qui, à mon sens, doit nous servir pour aujourd'hui. Alors, Gustav Landauer en lui-même, en quoi nous intéresse-t-il, qu'est-ce que cet auteur a à nous dire? Donc, venons-en aux présentations. Passer les apparences, que ce qu'il nous a dit, ce qu'il a vécu, peut peut-être se résumer en quelques grandes lignes avant de rentrer dans la théorie à proprement parler. Landauer est né dans une famille qu'on dirait la petite bourgeoisie dans le sud de l'Allemagne, à Karlsruhe. Il est le troisième et dernier fils d'une famille de commerçants qui vendent des chaussures dans la rue centrale de Karlsruhe. Il a une enfance que je qualifierais de simple et de se dire plutôt ennuyeuse parce que il passe un temps dans une scolarité réussie dans les lycées classiques, mais comme il s'ennuie à l'école, il va chercher quelques échappatoires dans la littérature, au théâtre. Il va beaucoup au théâtre et il découvre à cette occasion-là des textes classiques ou plus modernes. Alors, ça va de Goethe à Ibsen, dans lesquels il découvre peu à peu, comme par contraste avec son époque, les limites qui caractérisent la société de son temps. Ces limites, de quelle nature sont-elles? Landauer n'a pas fait l'expérience d'une limitation que je pourrais dire matérielle, au sens où effectivement sa famille, sans être dans l'opulence, n'était pas non plus dans le besoin. Il n'est pas confronté très tôt à l'injustice sociale. Encore une fois, la ville de Karlsruhe, encore aujourd'hui très proprette, ne lui donne pas à voir grand-chose des tumultes qui peuvent agiter déjà la classe ouvrière, mais très jeune, donc lycéen, Landauer commence à se heurter à ce qu'il va appeler, comme d'autres à l'époque, le philistinisme de son temps. Alors c'est un terme qui sera bien connu de certains et peut-être moins d'autres. Le philistin, qu'est-ce que c'est? C'est cette figure, ce type de personne que l'on retrouve chez Flaubert, que l'on retrouve chez Nietzsche, dont la critique apparaît vers cette fin du XIXe siècle, me semble-t-il. Le philistin, c'est l'individu satisfait de sa vie, qui se contente finalement du chemin qui a été tracé pour lui et qui, sans être ni particulièrement méchant ou bête, quoique un petit peu tout de même chez les personnes qui emploient cette idée de philistin. Le philistin ne brille pas par ses lumières. Le philistin, c'est celui qui prend les choses comme elles vont et à aucun moment n'envisage qu'un autre monde puisse être souhaité, possible, et donc typiquement le philistin est celui qui, lorsque son enfant, mettons le jeune Landauer, lui annonce l'envie de faire une carrière d'écrivain, l'oriente plus prudemment vers des études de médecine. Parce que certaines choses se font, d'autres pas. Et Landauer se rend compte que, alors ça c'est le côté orientation n'est qu'un des aspects de ce qu'est le philistin, mais le philistin c'est un état d'esprit, si vous voulez, qui, en cette époque, enserre les personnes de toutes les classes sociales dans la place qui leur a été assignée, et les empêche
de se projeter vers un autre monde. Ça, Landauer, ce manque de désir de créer d'autres circonstances, finalement d'arriver à une situation vécue qui leur correspond, ça Landauer va assez rapidement trouver cela absolument insupportable. Et il ne parviendra plus à se contenter de ces perspectives qu'on lui offre. Et c'est pour ça qu'il commence par trouver tout d'abord un refuge, puis peut-être une échappatoire dans la littérature, le théâtre. Et ce n'est finalement qu'au terme de sa première scolarité, lorsqu'il rentre à l'université, qu'il commence des études de philologie et de philosophie, à Strasbourg, à Heidelberg, puis à Berlin, que Landauer découvre, à proprement parler, les questions du socialisme. Il découvre la question sociale, finalement. Et il dira dans un texte qu'il écrit en revenant sur ses premières années, que c'est tout d'abord, tout de même, ces lectures, notamment il reparle d'Ibsen, qui lui a donné le sentiment que son malaise devait devenir une insurrection et qu'il s'agissait de réaliser quelque chose, et pas simplement, à un moment donné, d'en rester à ce constat qui peine et freine tant de ses contemporains. Hein, ce constat désabusé sur une société sans perspective est ce qui ressort des écrits de nombreux des contemporains de Landauer. Donc lui, justement, trouvera dans le mouvement socialiste qu'il découvre en arrivant à Berlin une voie pour pouvoir peut-être construire une alternative. Le mouvement socialiste, sous quelle forme le découvre-t-il ? À son époque, donc lorsqu'il arrive, il a une vingtaine d'années à Berlin, le parti social-démocrate, marxiste, est en phase de réorganisation et commence à gagner une ampleur qu'il n'avait plus pour avoir été interdit pendant fort longtemps. Mais Landauer, contrairement à beaucoup d'autres anarchistes, ne deviendra pas anarchiste après avoir eu un moment social-démocrate ou socialiste dans un sens plus classique. Landauer va tout de suite se mettre en contact avec justement des personnes qui se sont mises à la marge, des dissidents du Parti social-démocrate qui l'ont quitté en dénonçant des tendances un petit peu autoritaires au sein du parti qui consistaient à imposer une certaine ligne doctrinaire et qui justement vont tenter de développer d'emblée ce qu'on pourra donc appeler une forme de socialisme libertaire ou d'anarchisme. Le terme d'anarchisme arrive tout de suite chez Landauer comme un équivalent de socialisme pour lui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que son socialisme n'est évidemment pas un socialisme d'État, c'est pas celui de la social-démocratie, c'est le socialisme d'une personne qui cherche à construire la société tout en intégrant la composante libertaire, c'est-à-dire tout en maintenant le souci de liberté individuelle et collective au premier plan. Et donc, voilà, Landauer se fait ses premières armes politiques et théoriques au contact de ces personnes, et puis très vite, du fait de son aisance oratoire et puis de la grande implication qu'il aura dans ces mouvements, il va devenir une figure de premier plan. À 23 ans, lorsqu'il a 23 ans, un rapport de police de la police politique de l'Empire allemand le catégorise comme l'agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical en Allemagne. Donc c'est-à-dire que voilà, très vite il a pris une place de premier plan et c'est à ce titre-là qu'il est envoyé dans les congrès socialistes par les représentants du mouvement anarchiste et qu'il s'y fait aussi un nom, c'est August Bebel, qui est à ce moment-là président du Parti social-démocrate, qui parlera de Landauer comme le révolutionnaire par excellence, avec tout ce qu'il peut y avoir de paradoxalement critique dans cette appellation par le président du Parti marxiste. Mais donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme, effectivement, comme on l'a lu même dans le rapport que j'ai lu en début de présentation, beaucoup d'enthousiasme que Landauer se met au travail pour essayer de changer la société, disons. Alors à changer en quel sens ? Peut-être pour le comprendre, quelques mots de ce qu'est la société de son époque. Donc j'ai parlé de l'état d'esprit et du philistinisme. L'Allemagne sous Guillaume II, c'est aussi l'Allemagne de Bismarck, c'est un pays qui se confronte à des évolutions massives, extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, en quelques dizaines d'années au maximum, l'Allemagne est passée d'un pays majoritairement agraire à une puissance industrielle de premier plan, ce qui a un impact sur la démographie. Les villes deviennent massives, donc avec tout ce que ça a comme implication sur la salubrité dans les villes, les conditions de vie, mais les conditions aussi relationnelles.
entre les personnes, quel type de sociabilité peut se créer entre des personnes ainsi arrachées à des territoires où ils étaient inscrits de tout temps jusque-là, pour devoir négocier de nouvelles sociabilités sur un plan plus intéressé, puisque du coup tout est à créer dans les villes. Ce qui grandit aussi en changeant d'échelle à cette époque-là, c'est les industries évidemment, allant de pair avec cela, mais également toutes les structures qui se donnent pour mission de changer la société. J'entends par là, évidemment au premier chef, les partis, les syndicats. Et le premier parti, celui qui en tout cas deviendra majoritaire au Reichstag peu après 1910, je ne crois pas me tromper en disant 1912, et qui comptera plus d'1 million d'adhérents, c'est le Parti social-démocrate allemand, celui qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui est à cette époque-là le porteur de la doctrine marxiste de la Seconde Internationale, la Deuxième Internationale, une doctrine que Landauer dénoncera vertement dans ses écrits, en particulier dans l'appel au socialisme, qui est aussi un texte à la fois très profond, tout à fait vibrant, et une critique du marxisme qui, encore aujourd'hui, je pense, éclaire pas mal d'aspects de cette doctrine à cette époque-là. Ce que reproche Landauer, pour dire en quelques mots, au marxisme de son temps, c'est d'avoir proposé une doctrine dans laquelle les individus ne parvenaient pas forcément à voir la place qu'ils avaient à jouer, pour une simple raison, c'est que la Seconde Internationale a fait de la pierre angulaire de toute sa théorie politique le matérialisme historique, qui consiste à dire que les mouvements historiques se déroulent avec la même nécessité que les mouvements des corps, et qu'à ce titre-là, de même qu'il y a des lois de la nature qui font que nécessairement un objet que nous lâcherons tombera vers le sol, il existe des lois de l'histoire qui font que d'une société de classe, que nous connaissons actuellement, en son temps en tout cas, adviendra à un moment donné une révolution prolétarienne, une dictature du prolétariat, puis une société sans classe. Ce sentiment que quelque chose doit nécessairement se passer, que les marxistes mettent en avant au temps de Landauer, contribue selon lui finalement à faire renoncer à toute forme d'initiative et à décourager les personnes qui, se disant que ce monde pourrait aller mieux, essayent de le changer ou espèrent pouvoir intervenir à leur échelle pour changer quelque chose. Landauer, quant à lui, est un révolutionnaire de l'ici et du maintenant. C'est-à-dire que, contre la perspective d'un grand soir à attendre, il estime que le changement, dans une perspective de cohérence des moyens et des fins, le changement ne pourra advenir que si nous le réalisons dès à présent, et que rien ne sert d'aspirer à un monde différent si nous ne cherchons pas, à petite échelle, mais avec ce que nous avons à portée de main, à créer déjà les cellules de ce que deviendra la société, une société donc caractérisée en ce qui concerne par moins d'autorité, une moindre dépendance vis-à-vis de l'État, voire dans un scénario idéal, une disparition des rapports hiérarchiques et autoritaires qui caractérisent l'État, et également une moindre dépendance vis-à-vis du capitalisme. État et capital sont les deux adversaires duquel Landauer cherche à s'extraire. Alors, je pourrais dire encore beaucoup de choses, je vais essayer finalement de m'acheminer vers quelques dernières pistes pour une discussion, parce que je m'en voudrais de vous ennuyer au lieu de lancer encore la réflexion. Que par rapport à ce que je viens de dire de Landauer, son combat pour une société différente donc consiste, vous l'avez compris, à essayer de préfigurer une société donc moins autoritaire, une société dans laquelle les rapports d'intérêt, les rapports marchands du capitalisme sont moins prégnants. C'est pas le seul à y avoir pensé. D'autres en son temps se battent pour cela, d'autres qui se revendiquent socialistes, certains anarchistes, d'autres réformistes. Bref, les personnes qui aspirent à une société différente sont légion. Qu'y a-t-il de spécifique dans la pensée de cet auteur? Landauer a estimé, et ça rejoint justement cette lecture de la Boétie dont il était question tout à l'heure, Landauer estime que il ne sert à rien d'affronter l'État en tant que tel et de chercher à affronter le capital.
pour une simple raison, c'est que dans l'affrontement, nous perdrons, puisque les forces dont il s'agit sont finalement supérieures à celles que les quelques groupes alternatifs ou révolutionnaires peuvent rassembler. En revanche, ce qui prime pour celles et ceux qui aspirent à un monde différent, c'est déjà, et je le disais tout à l'heure, ici et maintenant, de créer ces nouveaux rapports. Il est une phrase que je vais vous lire, qu'on cite régulièrement dans Landauer, mais qui me semble résume tout ça de manière beaucoup plus efficace que ce que je pourrais vous dire avec mes mots. Ce qui va être dit ici par Landauer, je le présente tout de même un petit peu avant de lui laisser la parole, ce qui est annoncé par Landauer dans le passage que je vais vous lire, c'est que finalement, les révolutionnaires, les personnes qui veulent lutter contre un monde ancien, sclérosé, odieux, qui ne leur convient pas, ceux-là ont tout intérêt à mettre leurs efforts, non pas dans l'opposition à cette société qu'ils ne supportent plus, mais bien dans la construction de la société à laquelle ils aspirent, dès à présent. Parce que toute autre attitude serait de toute façon vouée à l'échec. Je vous lis le passage et puis j'espère qu'on pourra en rediscuter. On peut renverser une table et briser un carreau de fenêtre. Mais ce sont de vains faiseurs de mots et de crédules adorateurs des mots, ceux qui prennent l'État pour une chose ou un fétiche, que l'on peut briser pour l'anéantir. L'État est un rapport, une relation entre les êtres humains. C'est une façon qu'ont les êtres humains de se rapporter les uns aux autres. Et on le détruit en entrant dans d'autres relations, en se rapportant différemment les uns aux autres. Le monarque absolu pouvait dire « Je suis l'État ». Nous, qui sommes nous-mêmes emprisonnés dans l'état absolu, nous devons reconnaître la vérité. Nous sommes l'État. Et nous le serons tant que nous ne serons rien d'autre, que nous n'aurons pas créé les institutions qui sont une véritable communauté et une société des êtres humains. Ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est lorsque Landauer dit « nous sommes l'État », il ne faut pas oublier que c'est un anarchiste qui dit ça, quelqu'un qui est un adversaire de l'État. C'est pas un cri de fierté, c'est plutôt un constat désabusé que de dire ne nous en prenons pas à ce qui nous semble être l'État, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'il reprochera d'ailleurs aux anarchistes revendiqués qui pensent avoir accompli quelque chose en posant une bombe contre un convoi présidentiel ou en s'en prenant à ces incarnations du pouvoir. Landauer le redira, hein, le roi est mort, vive le roi, ils l'ont tué, qu'est-ce que ça change? Si on veut effectivement changer quelque chose au monde dans lequel on vit, il importe de réussir à changer ce monde tel qu'il existe en nous. C'est-à-dire que nous sommes les porteurs des relations qui définissent le monde que nous habitons. L'État, finalement, ce qu'en creux nous dit Landauer et ce qu'il développe dans d'autres passages, l'État n'est pas une chose. Hein. Certains disent la société contre l'État. Non, il n'y a pas d'un côté la société, de l'autre l'État. Landauer estime que l'État est la forme selon laquelle la société a accepté de s'organiser, choisi, bon an, mal an, de s'organiser, et que pour sortir de l'État, il ne s'agit pas de le détruire frontalement, parce que ça ne marchera pas, et surtout parce que l'adversaire n'est pas en dehors, il est en dedans. Il s'agit de cesser de se rapporter les uns aux autres selon une modalité qui requiert l'existence de cet État. On comprend la chose peut-être encore mieux si on transpose cette réflexion sur le capital. Critiquer le capitalisme, fort bien, mais tant que nos rapports économiques nécessitent qu'on en passe par des rapports marchands, et qu'on ne sait faire autre chose que d'acheter des services, des objets, alors nous sommes encore pris dans des logiques capitalistes. Et c'est pour ça que sa participation au mouvement des coopératives, justement, me semble singulièrement intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, tous les projets d'entraide locale, à petite échelle, qui cherchent à court-circuiter le système capitaliste, sont, à mon sens, des manifestations, non pas l'accomplissement ultime, mais des manifestations concrètes et effectives, je pense, de ce que l'on peut appeler eh bien, une désétatisation, une sortie de cette logique étatique à laquelle il aspirait. Serait-il raisonnable que je m'arrête à présent? Qu'en pensez-vous?
Alors, on peut parler, c'est l'avantage, c'est que si je m'arrête, c'est à vous, puis je veux bien reparler après. Voulez-vous? Alors faisons comme ça. Je m'excuse. Il y a tant à dire, j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait, là, je me sens un petit peu perdu, parce qu'on est parti dans tellement de directions, tant de portes sont à ouvrir que là, dans le temps qu'on a, j'espère voilà, avoir simplement pu indiquer les couloirs qui mènent vers ces portes. Et puis bah, voilà, si vous souhaitez les enfoncer, vous y engouffrer. Maintenant, on peut en parler, mais c'est une pensée c'est ce que je cherchais voilà, c'est ce que j'ai cherché à montrer et que j'espère avoir pu suggérer simplement ce soir. C'est une pensée voilà, dont la visée est globalisante. C'est-à-dire que Landauer cherche à changer la société. La société n'est pas voilà, un petit aspect de nos vies, c'est tout. Landauer cherche à changer nos façons de penser. Nous pensons de manière holistique, globalisante. Et donc, tout est à revoir. À partir de là, effectivement, tout est relié. Et donc on peut, il le dit dans un de ses textes, on peut finalement ne prendre qu'un petit bout et puis de là comprendre tout le reste, ou au contraire essayer d'englober la totalité. Je pense que ce soir, on va essayer de prendre des petits bouts ensemble, si vous voulez bien, et puis on verra ce qui en ressort. Très bien, merci. Bah, je pense que je vais passer le micro. Je voudrais juste, il me semble des petits bouts, c'est pas rendre justice vraiment à ce que vous avez fait là, Anatole, parce que je pense que vous avez au contraire offert à la fin de cet exposé un levier, il me semble, pour rentrer dans cet anarchisme libertaire, ce socialisme culturel. Quand vous dites l'État est dedans, est en nous et pas hors de nous, il me semble que là vous êtes vraiment, vous touchez quelque chose que votre livre éclaire magnifiquement, parce que cette négation anarchiste, je disais, on en parlait un peu au café, elle n'est pas oppositive, elle n'est pas destructrice, elle est soustractive. Donc tout le travail, dans le fond, c'est de désétatiser notre propre mode d'individuation qui est constitué par le rapport à l'État. Et aussi les discussions avec Stirner sur les modes d'individuation. De quoi parlons-nous quand nous parlons d'un individu? Nietzsche disait on critique l'égoïsme, mais de quel ego parlons-nous? De quel ego parlons-nous quand on parle d'individualisme? Donc désétatiser l'État, notre rapport à l'État, cette désubjectivation ou cette déségoïstisation de l'individualisme, cette démassification de notre rapport au peuple, enfin à chaque fois comme ça, cette sorte de, on pourrait dire sur un plan philosophique et spéculatif, à quel point la négation anarchiste, destructrice, frontalement oppositive, devient soustractive et analytique. Et là, il y a quelque chose d'une modernité, alors on peut penser à Foucault sur les différents types de subjectivation, mais surtout d'individuation même, parce qu'on a là un anarchiste qui dit attention, quand on dit individu, je suis pas nécessairement d'accord avec les textes de Kropotkin sur l'entraide, je suis pas nécessairement et pas du tout d'accord avec l'individu de Stirner. Donc là, voilà, tout ce frayage se fait dans une redéfinition des concepts à partir d'une redéfinition quand même de la négation de l'anarchisme. Et là, on plonge, je trouve, dans des profondeurs qui font toute la singularité, toute la difficulté de cette œuvre. Et donc là, ce que vous nous avez offert en fin de parcours, c'est pas un petit élément de la mosaïque, c'est vraiment, il me semble, quand même un levier. Voilà. Donc là, je me tais et je passe le micro à qui veut poser des questions. J'aurais une question. Ah. Justement, dans ce prolongement. Bonjour. Quand j'ai fait mes études d'allemand il y a très très longtemps, quand on n'entend pas là, non. Donc quand j'ai fait mes études d'allemand il y a très longtemps, j'avais été frappé par une chose, c'est que Landauer avait traduit Meister Eckhart, donc ce grand mystique allemand, donc du moyen ou d'allemand tardif. Il avait donné un texte en allemand moderne. Et puis ensuite, je m'étais un peu intéressé à lui. Bon, faut quand même rappeler qu'il était juif. Hein. Vous avez dit Karlsruhe, c'était tranquille. Dans l'Empire wilhelminien, l'antisémitisme, c'était tous les jours dans les journaux. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas vécu ça. En plus, Landauer, c'est un nom juif que l'on reconnaît tout de suite parce que de Landau, il y avait eu un type de diligence qui avait été construite qu'on appelait un Landauer. Voilà. Bon. Et puis alors donc, il a eu une période avec Martin Buber. Buber même a été, je crois, alors je me trompe peut-être, mais il n'a pas édité les lettres, la correspondance. Si, c'est ça. Et alors, Eckhart, la Boétie,
Buber, donc une pensée mystique juive. Hein. Alors Landauer est complètement athée, c'est pas du tout, il cherche pas la transcendance, mais c'est par rapport à comment vous avez terminé. Effectivement, il y a une révolution au sein de l'individu, une révolution à faire. Alors c'est une vieille tradition allemande, hein, c'est déjà chez Schiller avec l'éducation du genre humain, l'éducation esthétique de l'homme. C'est quand même des choses qu'il connaît bien parce que il a été à l'université. Et ma question c'est qu'est-ce qu'il a été chercher chez Eckhart et chez Buber? Ou comment s'est traduit peut-être cette réception de Buber et de Eckhart? Merci. En tout cas, merci évidemment pour votre exposé. Merci beaucoup pour la question. Alors, non, effectivement, j'ai pas cherché à lister toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans la vie de Landauer, mais les deux que vous venez de nommer, Eckhart et Buber, ont une place de choix. Pas pour les mêmes raisons. Je commencerai peut-être par Buber, parce que je dirais que la nature du lien qui a uni les deux hommes est peut-être plus facile à caractériser puisqu'elle s'inscrit dans la biographie vécue. Martin Buber, c'est un contemporain de Gustav Landauer, donc qui a une postérité bien plus fameuse que la sienne, puisqu'on le connaît aujourd'hui, philosophe des religions, en particulier autour des notions de réciprocité à partir de ce livre de 1926, je crois, Ich und du, je et tu, dans lequel Buber, expose une conception précisément relationnelle du monde et qui se base sur cette réciprocité. Mais avant d'être cet auteur-là, puisqu'en 26, Landauer est mort depuis 7 ans, Buber est effectivement quelqu'un qui, imprégné de cette culture juive qui marquera toute sa pensée, fait la connaissance, il ne se limite pas à ça, mais pour ce que je connais de lui à travers Landauer, Buber fait la connaissance de Landauer en 1900 dans cette Neue Gemeinschaft, la nouvelle communauté, un petit groupe d'artistes et intellectuels qui se rassemblent pour se présenter comme les pionniers de la société à venir. Pionniers autoproclamés, selon des critères qu'on pourrait discuter, mais ce qui est intéressant, je vais en finir avec Landauer et Buber après, mais c'est une histoire d'une amitié d'une vie. Mais ça commence à ce moment-là. Buber et Landauer se rencontrent là-dedans. Dans cette nouvelle communauté se trouvent des personnes qui sont désabusées par finalement les échecs de toutes les tentatives qui, au cours des 15 dernières années, ont occupé un certain nombre de militants, consistant à finalement vouloir, je vais le dire avec des mots qui ne sont pas les leurs, apporter les lumières de la révolution au peuple. Voilà. Et finalement éveiller les masses en faisant naître justement dans ces masses qui n'ont toujours pas révolutionné le monde, le désir de le faire. Par quoi ça passe pour Landauer et ses proches, ce groupe des Jungen, les jeunes ou les socialistes indépendants qui rencontrent à Berlin, il s'agira notamment de participer à la création d'un théâtre populaire qui diffusera des œuvres à la fois à connotation politique ou pas, partant du principe que justement le fait d'avoir accès à une certaine culture peut donner envie de créer d'autres rapports. Et puis ça consiste aussi par un large travail de propagande au sens plus classique du terme, avec une activité journalistique, oratoire intense. Les désillusions sont nombreuses, puisque finalement on se rend compte que si le théâtre populaire a du succès, c'est en grande partie parce que les personnes viennent profiter de la bière qui n'est pas chère, et que en fait de pénétration des idées socialistes, ça n'est pas toujours à la hauteur des attentes. C'est une des raisons pour lesquelles Landauer va se retirer à un moment, en plus de difficultés liées à sa vie personnelle, et d'une peine de prison qu'il ira purger aussi à un moment donné de l'activité militante. Et c'est à ce moment-là qu'il va justement traduire Eckhart. Et j'en reviens à Eckhart après, parce que j'en finis avec Buber. Buber, lorsqu'il le rencontre, dans cette Neue Gemeinschaft, Landauer est déjà reconnu pour son activité intellectuelle et militante, et on lui a demandé de prononcer le discours inaugural de cette nouvelle communauté. Ce discours s'appelle Durch Absonderung zur Gemeinschaft, vers la communauté par la séparation. Vous avez peut-être vu il y a 15 ans
paraître un volume qui s'appelait La communauté par le retrait, signé Gustav Landauer. C'est le titre, voilà, c'est une autre traduction du même texte, mais voilà, qui présente pas mal de difficultés finalement pour comprendre le texte tel qu'il est. Donc vers la communauté par la séparation, quelle est l'idée que défend Landauer? Si nous voulons, c'est un petit peu ce que vous rappeliez avec cette soustraction, si nous voulons construire de nouveaux rapports, il faut déjà réussir à avoir un petit peu les coups des franches, et pour ça, sortir de ce carcan, de ce cadre dans lequel nous nous trouvons. Buber, en complément et réponse à la présentation de Landauer, écrira quelques années après, ou non, quelques mois plus tard, même pas, un texte qui s'appelle Ancienne et nouvelle communauté, qui a été tout récemment traduit et édité aux éditions de l'Éclat, dans un volume intitulé Communauté, de Martin Buber. Texte qui éclaire très bien, encore une fois, ce que les deux auteurs ont eu à se dire. Et donc, si je raconte ces origines, c'est parce que par la suite, Buber et Landauer n'auront de cesse de travailler de concert. En 1908, lorsque se crée l'Alliance socialiste, ce groupement de communes autogérées que Landauer initie avec d'autres, Buber est de la partie, et ce sera finalement une amitié intellectuelle, un Bund, une alliance, au sens de l'alliance socialiste, donc de la fédération politique, mais aussi de l'alliance entre deux êtres. Landauer fait un continuum finalement entre la manière de se rapporter à une personne, un petit groupement ou à une société plus vaste. Landauer et Buber, ça sera, si vous voulez, l'incarnation de cette amitié intellectuelle, cette affinité profonde, qui fait que au décès de Landauer, Buber se chargera de l'édition de ses lettres, effectivement. Quelques années plus tard, il publie avec le concert d'une autre personne, le concours d'une autre personne, les lettres choisies de Landauer en 2 volumes. C'était tout ce qu'on avait pendant très longtemps et c'était déjà très bien. Mais surtout, il publiera aussi au fil des ans divers recueils de petits textes de Landauer, cherchant à faire vivre son héritage intellectuel, mais également à faire vivre son héritage politique plus concret, d'une manière qui est évidemment extrêmement intéressante, puisque Martin Buber, qui par la suite deviendra l'une des figures importantes d'un certain sionisme, cherchera à importer en Palestine, pour la création des premiers kibbutz, des modalités héritées de la communauté landauerienne. C'est-à-dire que le modèle de communauté que Landauer imagine, comme une petite commune autogérée, qui interagissent librement les unes avec les autres, selon des modalités, encore une fois, qui sont décrites dans les textes annexes de l'appel au socialisme, tout cela, Buber s'en inspirera pour essayer de créer, à ce moment-là, en Palestine, des formes communautaires qui, vous vous en doutez, sont sans rapport avec ce qu'a pu devenir après la version plus étatique de la création d'Israël. Donc pour cela, effectivement, c'est intéressant de voir que ce projet anarchiste initial a des applications très, très concrètes qui vont au-delà de ce qu'a fait Landauer. Voilà peut-être pour Buber. Et donc je dis un mot des cartes et puis peut-être ça fera le point sur le rapport à la mystique finalement, globalement, juive ou pas. Donc Eckhart, effectivement, ce mystique rhénan, donc j'avais un petit peu essayé de comprendre justement ce qu'il avait amené Landauer, révolutionnaire, à aller étudier un texte non pas obscur, on le connaît en Allemagne, mais dont les rapports, la mystique, les rapports entre mystique et politique sont pas nécessairement évidents. Ce que j'ai trouvé vraiment très, très puissant et parlant dans l'appropriation landauerienne des cartes, c'est que finalement, en voyant dans ce penseur donc, mystique un outil pour sa pensée, Landauer va justement concrétiser le projet d'une communauté par la séparation. Je m'explique. En 1903, Landauer publie un livre qui s'appelle Scepticisme et mystique, Skepsis und Mystik, dans lequel sont rassemblés 3 textes, dont le premier qui est le texte de son discours vers la communauté par la séparation, et 2 autres auxquels qu'il ajoute. Et ces textes-là ont été tous produits au moment où Landauer lisait et traduisait les cartes. Quelle est l'idée qui est défendue? Scepticisme et mystique, ce sont 2 mouvements, selon Landauer, qui caractérise le chemin à emprunter pour créer une nouvelle communauté. Le moment sceptique, quel est-il?
c'est ce moment dans lequel l'individu va douter de la société dans laquelle il vit. Il va en douter, il va interroger non seulement les réalités qui l'entourent, mais également la justesse des étiquettes que l'on appose sur les formes de communauté, pour essayer, dans un geste nominaliste, de justement se débarrasser de tout ce qui n'est qu'une série de noms qu'on pose sur lui. C'est à ce moment-là que Landauer se réclame aussi beaucoup de Stirner, qui décrit comme le plus grand des nominalistes, c'est-à-dire ces personnes qui estiment qu'un certain nombre de noms ne sont que des noms, et pas des choses. Les exemples que donne Landauer, ou qu'on pourrait donner nous pour éclairer la chose, sont les suivants. Le mot état, pour revenir à quelque chose qui l'intéresse, le mot état est une étiquette. Ceux qui pensent qu'il y a une chose derrière sont, je reprends ces mots, des adorateurs des mots, de crédules adorateurs des mots. Parce que l'état n'est pas une substance, c'est un ensemble de relations, et pour avoir posé une étiquette dessus, on pense y voir une chose, mais ça n'est pas une substance. De la même manière, ça il l'emprunte plutôt à Stirner, Landauer pourra dire que quand on me dit que je suis un citoyen, un professeur, un enfant, un adulte, un époux, ce que vous voulez, tout cela, ce sont des étiquettes, des prédicats que l'on m'appose, mais qui, en réalité, ne sont bons qu'à m'enfermer dans une identité. Je ne me résume pas à ce que je suis. Voilà. Suis-je uniquement mécanicien? Suis-je uniquement philosophe? Suis-je uniquement révolutionnaire? Tout ça n'épuise pas l'être. Voilà, le mot n'épuise pas l'être. C'est le moment sceptique. Et donc finalement, Landauer nous dira que il importe de se défaire de toutes ces étiquettes qui sont autant de liens par lesquels nous sommes tenus malgré nous au monde qui nous entoure, pour replonger en soi. C'est le moment mystique, un moment introspectif, par lequel justement l'individu, en cessant justement de penser à partir de ces catégories qu'on lui a imposées, va se demander simplement ce à quoi il aspire. En plongeant en soi-même, dans ce moment mystique, l'individu aboutit, alors pas comme chez Stirner à rien, chez Max Stirner où il y a ce même mouvement de dire je coupe tous les prédicats qu'on dit de moi, je me sépare de ces identités qu'on veut me donner parce que c'est pas moi, le vrai moi c'est pas ça, l'unique comme dit Stirner, ça n'est pas ça. Chez Stirner on aboutit à rien. Stirner dit et du coup ce que je pensais être c'est plus rien. C'est assez intéressant ce rien. Mais chez Landauer c'est presque ça, mais je pense qu'il était plus Stirnerien que les autres qui ont lu Stirner et qui se sont arrêtés à ce rien. C'est-à-dire que ce qu'on trouve chez Landauer quand on rentre en nous, c'est un rien créateur. Un rien qui est en même temps une volonté, une aspiration à créer quelque chose. Il y a dans les individus un ressort qui peut être étouffé par des années, des décennies de philistinisme, d'habitude, d'inertie sociale, ne sait plus bondir de lui-même. Et il importe donc de le dégager petit à petit par ce scepticisme pour que le ressort puisse jouer à nouveau. Et partant de là, eh bien, nous verrons ce qui se passe. En chacun se trouve ce ressort qui nous pousse à aller vers les autres. Et bien les autres, nous les allons les trouver. Et ceux qui eux-mêmes aspirent à autre chose, alors nous pourrons créer quelque chose avec eux. Scepticisme et mystique, c'est ça. Scepticisme, on se défait de ce qui existe. Mystique, on trouve en nous un esprit de communauté, mais qui n'a pas de contenu. Ça n'est qu'une inspiration. Le contenu de ce que deviendra la société, ça, on va en parler ensemble. C'est-à-dire que lorsque plusieurs personnes ressentent en elles cette aspiration à changer le monde, eh bien, qu'elles en discutent autour d'un café, et là, on voit ce qui se passe. Et puis qu'elles expérimentent, et tant qu'à faire, ça donnera quelques idées un peu plus concrètes. Donc voilà pour cet héritage de Descartes. Alors, il y a un tas d'autres considérations plus liées aussi à la critique du langage qu'il trouve chez Descartes, donc qui sont... C'est l'inventeur du concept. Oui. On peut dire comme ça, mais c'est, il a, il crée les mots allemands. Oui. C'est ça que je veux dire par Ah oui. Donc ça a pu beaucoup l'intéresser de cet aspect-là. Ouais. En tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant en travaillant sur Eckhart et Landauer, c'est de voir, premièrement, sa traduction. J'ai pu le mesurer avec ce travail-là, comme sur d'autres, avec la Boétie notamment. Landauer était un traducteur extrêmement fidèle. À la fois plutôt élégant et en même temps qui ne trahissait à peu près rien du texte. Le seul écart que j'ai mesuré, et je le signale parce que je trouve que ça n'est pas inintéressant, dans sa traduction du texte de la Boétie, il y a un moment où il remplace un autre mot qui n'était pas si éloigné par liberté. Bon.
il se permet cette petite liberté précisément, cette licence par rapport à ce qu'il a vu, mais tout le reste justement traduit très très fidèlement ce qu'il trouve. Chez Descartes, c'est à peu près la même chose. Il y avait d'autres traductions des cartes qui existaient à l'époque, qui n'avaient pas les mêmes, capacités, mais ce que Landauer a cherché à trouver dans sa traduction des cartes, il le dit dans sa préface, c'est aussi ce qui, dans cet auteur médiéval, nous parle pour aujourd'hui. Et donc, effectivement, il fait de Descartes un révolutionnaire parce que Descartes Descartes, pardon, pas Descartes, parce que Descartes nous impose finalement de questionner ces appartenances qui passent par les mots. Bon, Merci. Une autre question? Je vous promets d'essayer d'être peut-être moins disert si on veut. Voilà. Si ça peut vous décourager de poser des questions, je peux essayer de faire plus court aussi. Francesco? Merci. Bon, merci pour cet exposé rayonnante. Sincèrement, je ne suis pas spécialiste. Je connais mal Landauer, mais je voudrais vous demander d'abord son rapport à Buber. Est-ce qu'il s'est ressenti lors de la Première Guerre, puisque Buber a pris parti pour la guerre et par exemple, Scholem, lui, il a de cette date sa brouille avec Buber à propos de la guerre, et comme celle de Walter Benjamin, qui était proche de Buber, et la question de la guerre était décisive, non? Et donc, puisque Landauer, il a été assassiné en 19, et presque en même temps que Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui étaient spartakistes. Donc, quelle était sa position par rapport à la question de la guerre? Et partant de là, je voudrais aussi vous demander, et je comprends, et ça me donne très envie non seulement de lire votre livre, mais aussi d'étudier Landauer. Je l'avais apprécié à travers la lecture de Benjamin, notamment par exemple dans Capitalisme et religion, où il est nommément cité, et à l'époque anarchiste de Benjamin. Mais la question que je me pose, c'est par rapport à la question du matérialisme et la question du socialisme. Parce qu'on comprend ce moment individuel qui est absolument nécessaire dans la construction du socialisme, et dont effectivement on peut cerner une faiblesse dans le marxisme et dans le matérialisme historique, si l'on peut dire aussi classique ou même voire vulgaire. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se passer de la question aussi facilement de la question du matérialisme en mettant tout l'accent sur la question de la séparation de l'individu et de la communauté? Parce qu'il y a des conditions contraignantes qui définissent les relations sociales, mais qui sont à tel point contraignantes que sans lutter contre elles d'une manière qui ne consiste pas tout simplement à poser l'individu ou la spiritualité de mes relations avec d'autres individus de la communauté, mais à voir comment on peut se libérer vraiment de ces contraintes systémiques, et comment pourrait-on justement construire une autre communauté. Et l'exemple des kibbutz en Israël est un très bel exemple, parce qu'on peut se demander si finalement ce projet de Buber aussi, n'est-ce pas, n'a pas finalement échoué dans la société israélienne d'aujourd'hui, hyper capitaliste, hyper marchande. Et donc, cependant, l'altruisme des gens qui ont fondé ces kibbutz et qui ont essayé de pousser ça a été exemplaire, mais en même temps, on ne peut pas se passer d'en faire le bilan. Donc ça, c'est une question. Et l'autre question, c'est aujourd'hui, il y a un libertarianisme, non pas socialiste, mais de droite, que vous connaissez tous. Moi, dans mon pays, en Argentine, il y a ce dimanche des élections, et le champion de l'extrême droite se revendique, il ne dit pas anarchiste, mais libertarien. Libertarien, il est défini comme un libertarien de la société marchande, ultra-capitaliste et d'extrême droite. Et donc, lui serait le premier à dire que l'État, en fait, c'est, comme disait Nietzsche, un monstre terrible. Il dit même qu'il faut s'en défaire,
et il tient tout un discours revendiquant l'individu, etc. Mais sa pensée va dans un sens d'un recul terrible parce que pour lui, la solidarité sociale est une aberration et les lois, bon, toutes les lois qui viennent, disons, des conquêtes ouvrières et prolétaires depuis donc la fin du 19e sont une aberration et donc il faut revenir au capitalisme le plus sauvage et ça au nom justement de l'individu, de la communauté, de la liberté. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un test justement par rapport à la question libertarien. C'est pas que j'ai le moindre doute que Landauer s'est opposé absolument à ça. Il n'y avait pas peut-être à l'époque ainsi un libertarianisme de droite et je ne crois pas que M. Milei, ce candidat d'extrême droite, ait lu la Boétie parce que avant tout c'est une brute épaisse. Mais en même temps, il se revendique d'un discours où l'État paraît comme l'oppresseur, où il faut récupérer l'individu. Et donc, que peut-on dire, disons, par rapport à ça, et à partir justement des idées libertaires? Donc, alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je commence par les plus rapides à traiter. Buber et Landauer pendant la guerre, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que, alors, assez singulièrement, leur amitié s'en remet. C'est-à-dire que précisément, ça aussi, ça nous dit quelque chose de la profondeur et de l'ampleur des liens qui les unissent dans leur Bund, dans leur alliance. Mais au début de la guerre, Landauer et son épouse Hedwig Lachmann, qui était traductrice et qui a beaucoup travaillé à ses côtés, et qui est très grande poétesse et qui est restée comme ça ne vous surprendra pas dans l'ombre d'un mari à peine plus connu. Landauer et Buber vont se fâcher au moment où, lors de l'entrée en guerre de l'Allemagne, Buber rentre dans cette ferveur finalement on peut dire nationaliste, ou en tout cas il salue, il acclame, comme beaucoup d'intellectuels alors, la guerre en tant que telle, parce que certains y voyaient comme une saignée nécessaire pour régénérer une Europe qui de toute façon n'allait plus. Et puis Buber va aussi, Landauer s'entretiendra avec lui d'une controverse qui fait couler un peu plus d'encre que celle entre Buber et Landauer. C'est la controverse qui opposera Thomas Mann à Bergson autour justement de deux postures nationalistes qui chacune venant d'intellectuels qu'on aurait pu espérer européanistes ou pacifistes, qui vont en réalité finalement s'en prendre à chaque fois à l'adversaire comme un nouveau monstre à abattre. C'est des choses qui ont été depuis beaucoup documentées et chez Buber effectivement cet enthousiasme initial pour la guerre est bien présent et Buber prend le parti de l'Allemagne, ce qui horrifie Landauer. Et donc je disais, Landauer et son épouse se trouveront finalement très isolés, puisque que ce soit au sein du mouvement anarchiste ou aussi des figures comme Kropotkin justement vont prendre la défense ici de la France, en tout cas contre l'Allemagne, beaucoup en tout cas d'anarchistes vont se positionner dans ce conflit. Et ça, alors c'est intéressant, ça fait écho à des préoccupations beaucoup plus récentes où justement on voit comment certains anarchistes ont pris ou n'ont pas pris position dans des conflits opposant les nations. Je pense alors ici plus récemment à la question ukrainienne, mais c'est de se demander comment en tant qu'anarchiste on peut saluer et puis prendre parti dans un combat qui oppose des États. Landauer a écrit un texte, alors il a assez tôt, mais c'est pas quelque chose de très original, il est pas le seul à l'avoir fait, mais Landauer assez tôt, pressant la guerre mondiale qui s'annonce, ses premiers textes sur la guerre datent de 1911, dans lesquels il pressent, après de différentes crises, notamment en Afrique du Nord, Landauer pressent que ces tensions-là vont se dénouer d'une manière conflictuelle, et déjà il fait ce qu'il peut pour essayer de proposer une vision du monde qui ne laisse pas place
à cet emballement guerrier chez les personnes qui essaient à la base de penser plutôt à la solidarité entre les personnes et les peuples. Donc il ira effectivement à cet égard jusqu'à taxer Buber de Kriegsbuber, le Buber va en guerre, dans une de ses lettres dont il ne peut plus parce que il ne reconnaît pas voilà, la cohérence de la pensée de son ami là-dedans. Donc c'était la question la plus courte, j'ai dit. J'y pense. Les kibbutz et leur échec, oui, ça, enfin pour le dire rapidement, la version buberienne, et donc Landauer-Buberienne, et puis avec quand même tout un tas d'autres influences, de ce qu'aurait pu devenir voilà, cette installation, a échoué totalement. Buber, à un moment donné, justement, lui, en tant que sioniste, enfin convaincu d'un certain sionisme, encore une fois, j'y reviens, les sionismes étaient fort pluriels et n'avaient pas du tout cette unité qu'on peut leur prêter aujourd'hui. Martin Buber a tenté sur place de donner justement une connotation libertaire et bien plus ouverte précisément au dialogue aussi, et dialogue notamment avec les personnes déjà installées en Palestine, que ce qu'on a pu voir se réaliser à différents moments ensuite de l'histoire d'Israël. Je ne parle évidemment pas du plus récent, mais donc voilà, ça n'a pas abouti. On peut relever et apprécier que ça a été une piste à un moment donné, mais peu à peu, la voix de Buber s'est faite minoritaire et c'est une autre coloration qui s'est créée. Mais il n'est pas inintéressant quand même quand on regarde ce qu'ont été les kibbutz jusqu'à tout récemment, de garder en tête que cette genèse existe. Voilà. Le libertarianisme, oui, j'ai parlé de ça parce que il faut quand même régler un petit peu son compte à cette histoire. Il y a une proximité des termes entre libertaire et libertarien qui est voilà, fort trompeuse, d'autant plus que si on essaie de traduire libertaire en anglais, sauf erreur, on en viendra à quelque chose qui ressemblera à du libertarien. Dans tous les cas, il faut bien se dire que on est ici sur des conceptions du monde qui, d'un point de vue extérieur, peuvent avoir des affinités, mais, pour le dire rapidement avant de développer, que tout oppose. Ceux qui se disent libertaires, libertaire c'est un vieux mot qu'on trouve d'abord sous la plume de Joseph Desjacques, qui invente ce terme-là vraiment pour... alors dans un texte polémique qu'il oppose à Proudhon, mais donc Desjacques voilà, crée ce néologisme de libertaire pour l'opposer à libéral. Il dit à Proudhon qu'il n'est, je crois c'est pas exactement ça, mais un libéral de la demi-mesure ou quelque chose comme ça, et pas un libertaire authentique, comme il s'attendrait à le voir. Ceux que l'on nomme aujourd'hui des libertariens, ce sont des personnes qui, dans un courant essentiellement nord-américain, développent une pensée de l'État qui est plus proche de ce qu'on a voulu appeler le minarchisme que de l'anarchisme. Alors l'anarchisme, si on entend comme absence, Anne, arcose d'autorité, minarchisme, c'est un minimum d'autorité. Quel est ce minimum? Quel est cet état minimal que défendent les libertariens? C'est l'État qui sera à même de défendre précisément la propriété privée et de s'assurer du bon fonctionnement du marché. Chez les capitalistes, c'est ce que leur texte présente. Donc, évidemment, à ce titre-là, on est aux antipodes de la conception anarchiste de la société parce que le capitalisme a une place centrale chez les libertariens, alors que le capitalisme est combattu dans l'anarchisme, et qu'encore une fois, d'anarchisme on retient souvent l'anti-étatisme, mais l'anticapitalisme n'est pas moins central. Par ailleurs, il y a aussi justement une forte tonalité individualiste dans le libertarianisme, qui est j'ai envie de dire, essentiellement absente de l'anarchisme et donc du mouvement libertaire, qui tout de même, à de rares exceptions, ne peut pas faire l'économie d'une pensée du collectif, du social. Et donc, à ce titre-là, effectivement, alors certains le contesteraient et avec des arguments tout à fait entendables, mais le terme même d'anarchisme individualiste, qu'on veut souvent proposer comme une alternative possible à un anarchisme plus
collectiviste, socialiste, voire un anarcho-communisme, comme on a pu qualifier la pensée de Kropotkin. L'anarchisme individualiste qui, vu l'extérieur, serait théoriquement peut-être même le plus conséquent, puisque voilà, on n'est plus lié par rien, on est vraiment anarchiste quand on est individualiste. Cette forme-là, si on entend par là le fait finalement d'être dans un rejet de toute forme de lien, de toute forme de solidarité, voire d'obligation, elle est finalement tout à fait minoritaire et là encore une fois largement contestée par une importante partie des personnes qui se revendiquent de l'anarchisme, qui estiment d'une part que, pour reprendre le titre d'un ouvrage, être anarchiste oblige, voilà, ça n'est pas la licence qui nous permet de tout faire, mais c'est que il y a une forme d'autonomie au sens étymologique, hein, on se donne à soi-même ses propres lois, donc dans le projet autogestionnaire et anarchiste. Et puis, il y a par ailleurs toute une notion d'entraide, pour reprendre le titre de Kropotkin, mais aussi l'idée globale de l'anarchisme, c'est que nous ne serons pas libres seuls, mais ensemble. Voilà. Et donc le dernier point sur lequel je serai très bref, comme à chaque fois, parce que c'est important sur vous disiez matérialisme et socialisme, effectivement j'ai pu donner l'image d'un Nauer qui était préoccupé avant tout de changements quasiment psychologiques. Voyons les choses différemment et donc le monde sera différent. Ça ne se limite pas à cela, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais ça ne se limite surtout pas à ça, et c'est gré de me l'avoir fait remarquer parce que effectivement, en tant qu'intellectuel dans un mouvement socialiste, voilà, avec toutes ces nuances plutôt voilà, ouvriériste et surtout plus centré sur les préoccupations pratiques, Landauer est quelquefois passé pour un gentil illuminé, et c'était d'une part ce qu'il renvoyait, puis aussi d'autre part un petit peu la stratégie de décrédibilisation que le mouvement marxiste, entre autres, a utilisé pour anesthésier, pour rendre inoffensives les idées marxistes. Il y a toute une querelle que j'avais regardé un peu plus près, qui oppose Gustav Landauer au journal Vorwärts, le journal qui était l'organe du Parti social-démocrate allemand. Les idées anarchistes, vous avez dit, les idées anesthésier les idées marxistes. Oui, j'ai dû me tromper et vouloir dire anarchiste. Pardon. Il faut que je le reformule. Non, ouais, d'accord, pardon. Merci. Donc voilà, dans cette querelle entre Landauer et le Vorwärts, c'est le moment où Landauer participe à tous ces congrès socialistes et où du coup, forcément, les autres socialistes voient ces groupes d'anarchistes qui s'énervent à chaque fois qu'on les renvoie parce qu'on leur dit que ce ne sont pas des vrais socialistes, alors qu'eux disent, mais si, nous autres anarchistes en Allemagne, nous considérons, comme tous les autres anarchistes, comme une forme de socialisme, mais un socialisme débarrassé de l'autorité, de l'État, du centralisme du parti, et autres points qu'ils reprocheront à ce qu'ils envisagent, du coup, les anarchistes, comme un socialisme plus autoritaire. Et c'est cette même querelle qui a pu mener à différentes scissions au sein du mouvement ouvrier. Mais donc les anarchistes vis-à-vis du mouvement socialiste dans son ensemble, avec sa coloration social-démocrate majoritaire, sont dans une posture particulière, parce qu'effectivement, bon, ils crient très fort quand ils se font renvoyer manu militari des congrès, ils font leurs contre-congrès qui vont documenter, mais qui après seront évidemment beaucoup moins suivis. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir par quel ressort les auteurs des journaux sociodémocrates vont chercher à vraiment minimiser tout à fait la critique portée par les marxistes, notamment. Alors ça se jouera autour de la question des coopératives précisément. Les coopératives de consommation, qui donc aujourd'hui on parlerait des AMAP, qu'on ne tiendrait pas un discours différent. Mais donc c'est ces coopératives qui visent à ce que les consommateurs s'organisent pour finalement avoir accès à des produits de meilleure qualité, à meilleur prix, etc. Mais entre eux, indépendamment de structures supérieurs qui seraient donc soit étatiques, soit capitalistes, soit gérés par les syndicats, vraiment entre eux. Ce mouvement-là est assez prédominant, en tout cas assez largement représenté, pour le moins, dans le mouvement anarchiste. Et ça, dans le mouvement marxiste,
va le critiquer avec tout l'attirail de la moquerie et des arguments, mais surtout de la moquerie, parce que justement ces coopératives étaient assez mal vues par la doxa marxiste qui il voit justement perceber dans cette forme d'auto-organisation quelque chose à la fois un peu suspect, quasiment subversif, et puis pas si probant peut-être. Et donc on voit ces textes où les révolutionnaires marxistes ou les théoriciens et journalistes écrivent voilà, regardez-les, ces dociles anarchistes qui vont s'organiser pour acheter 3 betteraves tout en nous parlant de la révolution. Et en même temps, Landauer répondra, mais voilà, mais sauf que nous, on fait quelque chose, on ne fait pas que parler. Et je vous lis ici un petit passage d'un texte, justement, dans lequel Landauer, tout en critiquant certaines formes d'action, notamment l'action violente, hein, c'est ce qui vient de dénoncer, menée par les anarchistes, Landauer dit, mais n'allez pas croire qu'on se contente de causer, du coup. Et voilà ce qu'il dit. Ce serait bien mal me comprendre si on pensait que je prêche le quiétisme ou la résignation, le renoncement à l'action et à l'engagement dans le monde. Oh que non! Je souhaite ardemment que l'on se rassemble, que l'on œuvre en faveur du socialisme municipal, en faveur de colonies coopératives, de coopératives de consommation ou d'habitation, que l'on crée des jardins et des bibliothèques publiques, que l'on quitte les villes, que l'on travaille avec des bêches et des pelles, que l'on réduise sa vie matérielle à l'essentiel, afin de gagner de l'espace pour le luxe de l'esprit, que l'on organise et que l'on instruise, que l'on œuvre pour la création de nouvelles écoles et le ralliement des enfants. Mais tout cela ne fait que restaurer l'éternelle habitude d'hier si on n'agit pas dans un esprit nouveau et en partant de territoires intérieurs nouvellement conquis. Et donc c'est là qu'on voit comment effectivement ce travail de révolution interne, cette révolution sociale et culturelle n'est en fait que le préliminaire nécessaire à une révolution qui alors pourra être effective de nos conditions d'existence. Et je crois que c'est aussi l'époque du réformisme au niveau du SPD, du Parti social-démocrate, là, avec Bernstein et Kautsky. Et donc, en fait, ils sont plus vraiment marxistes dans le sens qu'ils prônent la voie parlementaire des réformes pour arriver peu à peu à transformer le capitalisme. C'est-à-dire, c'est un embourgeoisement. C'est-à-dire, c'est des Philistins. La figure du Philistin étant dans la tradition de Hoffmann, enfin des écrivains allemands depuis plus d'un siècle, une figure de moquerie, et il y a le Biedermeier aussi, enfin tout ce côté-là. Donc dire que le SPD en 1900 est marxiste, c'est peut-être déjà un petit peu faux. Il y a eu les fameux congrès d'Erfurt, etc., et de Gotha. Bon, il y a le mouvement réformiste qui est là, et c'est pour ça que Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg vont partir. D'abord, vont aller en prison parce qu'ils sont contre la guerre, eux, et puis ensuite, on connaît la suite. Mais je crois qu'il devait y avoir chez ces libertaires, chez ces socialistes anarchistes, comment dire, un dégoût devant cet embourgeoisement avec un discours paradoxal dans Vorwärts ou etc. Je crois que là, il y a et une dernière chose, les coopératives, c'est un mouvement qui est créé en Allemagne au milieu du 19e siècle. Il y a des petites sociétés d'assurance aussi qui se créent. Il y a toute une tradition ouvriériste. Ça se passe dans les villes et plutôt en milieu prolétaire. Je sais pas du tout si ou comment Landauer a pu être comment dire, reprendre une tradition. Bon, mais il y a quelque chose peut-être à chercher là de ce côté. Merci. Alors sur la question des coopératives, pour le coup le chemin qu'emprunte Landauer passe plutôt par l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il va regarder effectivement ce qui s'est fait beaucoup plus récemment dans des projets coopératifs. Alors tout ça est plus tout à fait frais à mon esprit, mais c'est des choses dont j'ai dû parler un petit peu à un moment et qui effectivement permettent de comprendre pourquoi à ce moment-là ils s'organisent de telle manière. C'est en regardant ce qui se passe plutôt outre-Manche. Côté marxiste, alors oui, je sais pas si quel marxisme il faut prendre comme étalon pour juger les autres, mais voilà, est-ce que le marxiste de la Seconde Internationale est le marxisme
des origines? Non, assurément. Est-il le marxisme authentique? Eh bien, en ce temps-là, oui, puisque c'est le marxisme prédominant. Alors bien sûr, oui, bah, certains diront, mais non, ça c'est un dévoiement du marxisme, c'est sa version bourgeoisée, etc. Et donc proposeront un autre marxisme. Donc, un autre marxisme est-il possible? Certainement, et toujours, de tout temps. Mais ce qui intéresse ici Landauer, c'est plutôt de dire que à cette période-là, les théoriciens marxistes ont effectivement tourné le dos à la révolution. Et ça, c'est ce qu'on lit chez Kautsky. Effectivement, Kautsky l'écrit. Le Parti social-démocrate est un parti révolutionnaire, il n'est pas un parti qui fait la révolution. Et c'est pour ça qu'on aura de cesse de critiquer cette phraséologie marxiste qui consiste à dire la révolution sans cesse et à l'appeler de ses vœux, mais dans les textes, tout en ne faisant rien pour la faire advenir. Et ne faisant rien, peut-être parce que effectivement, finalement, bon, ça, ne nous lançons pas dans les explications psychologiques. Est-ce qu'ils la veulent vraiment parce que ce seraient des bourgeois à la tête des partis? Je ne sais pas. Mais par contre, raison plus philosophique, c'est encore une fois ce matérialisme historique qui fait que, de toute façon, les théoriciens marxistes de l'époque, donc effectivement parmi lesquels Kautsky au premier chef, estiment que le changement adviendra de manière nécessaire par simplement le déroulement de l'histoire. Et que tout effort pour faire advenir, pour précipiter les choses, serait finalement à la fois superflu et peut-être même contre-productif, puisqu'il faut que le capitalisme en arrive à ses contradictions pour qu'enfin il se renverse en son contraire. Ça, pour Landauer et d'autres anarchistes, c'est ce qu'on peut appeler un tour de passe-passe. Nous allons toujours plus profondément dans le capitalisme, toujours plus profondément dans l'État, et puis à un moment donné, hop, ça disparaît. En tant que personne convaincu de la nécessaire cohérence entre moyens et fins, Landauer n'y accorde aucun crédit, et là il a des mots assez pinçants dans son appel au socialisme vis-à-vis des marxistes justement qui croient en cette doctrine fabuleuse. Mais monsieur a raison, enfin, il y a une critique virulente de la part de Marx, c'est lui qui sur cette question, c'est Landauer qui est nominaliste. Quel marxisme il vise? C'est la question de monsieur. Non mais à ce compte-là, effectivement, de toute façon, Marx a dit je ne suis pas marxiste, et on peut. Et d'ailleurs, Landauer a des pages. Oui. En fait, c'est que le résultat, c'est 1914. 1914, le SPD vote le crédit de guerre et il rentre dans un discours nationaliste qui montre qu'il devait y avoir depuis quand même quelques décennies quelque chose qui ne fonctionnait pas. Parce qu'on passe pas comme ça, je salue Jean Jaurès, on passe pas comme ça d'un internationalisme à une vision nationaliste qui finalement est pas très différente de Thomas Mann dans les considérations de la politique de la même époque pendant la guerre. Quand même, quoi qu'on pense, vous avez raison, il y a plein de marxisme après tout, évidemment, mais malgré tout, là, il y a quelque chose, le marxisme reste quand même une idéologie internationaliste. Oui. Donc, bon, c'est dans cette mesure qu'on peut dire la social-démocratie allemande a failli, comme le socialisme français. Ils ont tous failli. En Autriche, c'était pareil, en France, c'était pareil. Il devait y avoir, la Seconde internationale avait prévu une grève internationale dès le début d'un conflit. Il n'y a jamais eu d'organisation de la grève internationale. Donc je pense qu'ils devaient l'avoir mauvaise. Des gens comme Landauer, comme Rosa Luxembourg, etc., devant cette trahison. Quoi qu'il ait pu penser du marxisme, c'était quand même ça. Dans la pratique, la chose est plus horrible. Mais je pense que là-dessus, là où il n'y a pas eu de désillusion vis-à-vis en tout cas du marxisme de Landauer, c'est qu'il se dit très tôt tout à fait admiratif du jeune Marx et justement de cet élan qu'il qualifie de prophétique chez Marx, et il dit c'est à partir du moment où le prophète est devenu professeur que ça s'est gâté. Et lorsque le professeur a été remplacé par ses épigones, là c'était carrément perdu. D'accord, je suis. Sauf s'il y a une dernière question, on va peut-être poursuivre la discussion de manière plus informelle dans la librairie. Alors voilà, merci beaucoup. Un grand merci pour votre attention.